héros, les larmoisies. Le déjeuner avait été morne. Était-ce dû à l'atmosphère sombre de la petite salle à manger, dont la fenêtre en retrait et donnant sur une cour étroite atténuait encore le jour brumeux de novembre? Ou bien une cause morale, préoccupation, souci, exerçait-elle son influence sur l'humeur de Marie-Hélène Larmoisie et de sa fille? Plusieurs fois, faisant effort, la mère avait hasardé une phrase qui aurait pu, à la rigueur, amorcer un entretien. La réponse était venue courte, décourageante. Monique n'avait pas envie de parler. Un long moment, on avait entendu que le léger heurt des fourchettes et des assiettes. Puis Madame Larmoisie s'était levée, et maintenant, le dessert, avait-elle annoncé avec un sourire qui voulait être gai et qui demeurait triste. Elle sortit emportant la vaisselle et demeura un instant absente. Monique, les yeux vagues, tapotait sur la table. Sa mère revint portant avec précaution sur un plat un gâteau autour duquel 21 bougies mettaient l'auréole de leur petite flamme. « C'est vrai, dit Monique, le traditionnel gâteau. Je n'ai pas oublié ton anniversaire, ma chérie. » Et ayant posé le gâteau au milieu de la table, elle tendit à la jeune fille un écrin. « Avec tous mes vœux, ma chérie. J'aurais voulu t'offrir un bijou plus moderne. Mes moyens ne me le permettaient malheureusement pas. Tu le sais. Mais ce bracelet, même si tu le trouves trop démodé pour le porter, te sera toujours un souvenir. » Monique remercia par un baiser. « C'est beaucoup trop beau, protesta-t-elle, quand l'écrin ouvert, elle reconnut le bijou. Maman, il ne faut pas vous dépouiller pour moi. Je n'aurai jamais le courage de porter ce bracelet qui ferait encore si bien à votre bras. »« Ah, dit Madame Larmoisie, non, sans amertume. J'ai perdu pour toujours le goût de me parer. » Ce rappel de la situation jeta un petit froid et fut suivi d'un moment de silence. Tout en découpant le gâteau, la mère dit « Te voilà, une grande fille à présent, une fille majeure. Je n'arrive pas à me le persuader. Je te revois à ta naissance, petit être, criant et vagissant. Il me semble que c'était hier, comme le temps passe. » Ces 21 années vous ont-elles donc paru si courtes ? S'étonna Monique. Oui et non. Les heures, prises une à une, ont pu s'égoutter trop lentement à mon gré. Mais considérées dans leur ensemble, elles ont passé comme le vent. Moi, je les ai trouvées terriblement longues. C'est un privilège de la jeunesse de reprocher au temps la lenteur de sa marche. Au fur et à mesure que l'on avance en âge, au lieu de pousser le temps, on voudrait le retenir. Croyez-vous que ce soit une question d'âge ? Pour mon amie Reine Samblot, la vie fait du 100 à l'heure. Elle n'a que 20 ans. Il est vrai qu'elle mène une existence fort agitée et va de distraction en distraction. Elle n'a pas, comme moi, le loisir de se regarder vivre. Madame Larmoisie voulut voir là un reproche et riposta d'un ton agressif. Les parents de ton amie sont assez fortunés pour lui procurer ces distractions. Tant mieux. Tout le monde n'a pas la même chance. Monique corrigea. Bien des riches s'ennuient alors que certaines gens, malgré leur pauvreté, trouvent à la vie de la saveur. Sans doute n'ont-ils pas traversé certaines épreuves, remarqua âprement Madame Larmoisie. Le chapitre des épreuves maternelles devait être familier à Monique, qui retint mal un petit geste d'agacement. Et en silence, la mère et la fille mangèrent leur tranche de gâteau, tout en y mordant de ses dents blanches et nettes. Monique se reprocha de n'avoir pas mieux reconnu la bonne attention et le généreux don de sa mère. « Elle est exquise, cette génoise, dit-elle avec un sourire qu'elle cherchait à rendre aimable. Mais bien plus que le gâteau, Madame Larmoisie savourait les épreuves auxquelles elle venait de faire allusion. Elle approuva de la tête la pensée absente. Et Monique se demandait pourquoi ici, il en était toujours ainsi. Même les plaisirs, les petits bonheurs ne parvenaient pas à égayer ce foyer. La joie y était inconnue, comme si une sorte de fatalité s'emparant des menus incidents de la vie les transformait en catastrophes. Était-ce sa propre faute? Était-ce celle de sa mère? Sa faute à elle? Mais non, ailleurs elle ne sentait plus peser sur son âme la chape d'ennui, de tristesse qui l'écrasait ici,
Ailleurs, elle participait à la gaieté des autres et reprenait goût à l'existence. Non, ce devait être la faute de sa mère, la faute d'un de ces caractères malheureux qui ne savent pas jouir, pas profiter de ce que la destinée leur apporte de bon, qui prennent tout au tragique, qui se gâchent littéralement la vie. Et cependant, Madame Larmoisie était bonne. Elle était capable de dévouement, oui, de beaucoup de dévouement. Qui le savait mieux que sa fille? Mais elle semblait porter malheur. Pourquoi, après 5 années de vie commune, s'était-elle séparée de son mari? Séparation à l'amiable, absolue, quand même, qui avait scindé en deux le ménage. Monsieur Larmoisie d'un côté et son fils Michel de l'autre, Madame Larmoisie et sa fille, pourquoi ce schisme contre nature qui avait éloigné Monique, victime du désaccord de ses parents, à la fois de son père et de son frère? Ce père était-il donc si difficile à vivre? Un jour, Monique était bien jeune encore, elle avait entendu Madame Larmoisie parlant à une amie émettre sur lui cette opinion. Cet homme-là est un monstre. Monique avait retenu l'expression pour plus tard en demander l'explication. Le dictionnaire lui avait répondu « monstre », être dont la conformation est contre nature. Quoi donc? Son père était contre nature. Il était fait comme tout le monde, un peu petit, un peu fort, et trouvait un certain plaisir à regarder son visage, toujours de bonne humeur, ses yeux vifs et rieurs sous les sourcils noirs. Elle allait chez lui non seulement sans appréhension, mais encore avec joie. Les dimanches qu'elle passait près de lui comptaient comme ses heures les plus agréables, et ce n'est pas parce que les menus étaient friands et flattaient ses goûts, mais bien parce que son père l'attirait. Il était à l'antipode de sa mère, aussi optimiste qu'elle était pessimiste, aussi gaie que par nature elle était triste. Il s'exprimait si drôlement que Monique riait tout le temps. Elle aimait jusqu'à son accent méridional, cet accent qui chantait, cette parole sonore qui faisait vibrer les murs et mettait du soleil dans la pièce. Et puis, si Monsieur Larmoisie était vraiment un monstre, comment Michel, qui demeurait avec lui, ne se plaignait-il pas? Or, son frère n'avait nullement l'air d'un martyr. Monique ne comprenait pas pourquoi sa mère s'était si radicalement séparée de son père. Pourquoi aussi Madame Larmoisie se trouvait-elle en si maigre situation malgré la belle fortune héritée de ses parents? Gérance maladroite, placement malheureux, générosité déplacée, elle était réduite à présent à la portion congrue. Elle avait dû réduire son appartement, vendre une propriété de famille. Elle n'employait plus de domestiques et, bien que son éducation ne lui eût pas préparée, elle faisait elle-même les repas et s'occupait du ménage. Elle se livrait à ses soins avec un mélange de résignation triste et d'acharnement opiniâtre. Une fois pour toutes, elle avait refusé l'aide de Monique qui se révoltait à l'idée d'être servie par sa mère, prétendant l'aider dans les besognes ménagères. De quel ton péremptoire elle avait déclaré: « La pension que tu reçois de ton père suffit pour assurer ton entretien et ton service. Tu n'as pas à mettre la main à la pâte. » Il semblait qu'en tout, la fatalité s'acharna sur Madame Larmoisie. Ses entreprises échouaient piteusement. Toujours quelques travers empêchaient la réalisation de ses désirs. Voyageait-elle? Le mauvais temps ou des complications impossibles contrecarraient ses projets. Des fournisseurs, son homme d'affaires lui avait créé d'invraisemblables ennuis. Et bien qu'elle fût d'un tempérament résistant, il lui était survenu plusieurs accidents de santé désagréables et douloureux. « Cette pauvre Marie-Hélène n'a pas de chance, » disaient ses amis. « On croirait qu'elle attire le malheur. » Défaut d'organisation, manque de prévision, surtout ce manque de confiance dans la vie qui voue ses victimes à l'insuccès. Le repas était achevé. « Que fais-tu cet après-midi » demanda Madame Larmoisie. « J'ai conférence au Louvre à 3 heures. Je comptais ensuite aller voir à Aliette. »« Tu ne reviendras pas goûter ici ?»« Non, maman, et même... » Monique hésitait, sachant trop qu'elle allait peiner sa mère. « Même ?» interrogea Madame Larmoisie. « Même je ne dînerai pas ici. »« Vraiment? Et où dîneras-tu ?»« Papa m'a invité. »« Ah oui. » Le visage de Marie-Hélène prit un masque congelé. « Serait-ce dimanche aujourd'hui ?» interrogea-t-elle. D'après les conventions passées entre les deux époux, lors de leur séparation, Monique allait chez son père un dimanche sur 2.
Michel venait chez sa mère les autres dimanches. Non, répliqua Monique, mais il est trop naturel que papa et Michel désirent m'embrasser le jour de mon anniversaire. Si ton frère voulait te voir, il n'avait qu'à venir ici. Je n'ai pas osé l'inviter parce que moi, je respecte les conventions. Monique ne répondit rien. Madame Larmoisie continua. Les autres années, ton père n'avait pas éprouvé le besoin de te voir. Ce n'était pas pareil. Et pourquoi donc? Je n'étais pas majeure. Marie-Hélène pâlit. Le fait que sa fille, 21 ans, allait-il donc modifier la situation? Ainsi remarqua-t-elle à promo. Ton premier acte d'indépendance aura été pour m'échapper. Monique répliqua. Est-ce moi qui ai créé cet état de choses? Il me serait tellement plus agréable d'être fêtée comme le sont mes amis, à la fois par mon père, par ma mère et par mon frère. Madame Larmoisie se leva. D'un geste fébrile, elle rassembla les assiettes et quitta la pièce. Elle était très pâle, ses mâchoires se serraient, ses paupières baissées dissimulaient un émoi qu'elle ne voulait pas laisser paraître. Dans la cuisine, elle s'actionna aux besognes journalières. Ses mains tremblaient en manœuvrant la vaisselle. Une soucoupe lui échappa des doigts et se brisa sur le sol. Elle se sentit une démangeaison sur la joue. Elle y porta la main, qui lui revint mouillée d'une larme. À mi-voix, elle murmura « Je ne lui suffis plus ». Chapitre 2. Boulevard de Courcelles, une autre atmosphère. Monsieur Larmoisie habite encore l'appartement où, en se séparant de sa femme, il est venu avec son petit garçon se réfugier près de sa mère. L'agencement des pièces est à la mode de la fin du 19e. Meubles confortables à franges et à pompons, rideaux épais en soie brochée, mais leur aspect désuet reste sympathique à Monique. Ce soir, en son honneur, il y a grand éclairage, des fleurs dans tous les vases. Elle sourit de la touchante maladresse avec laquelle les fleurs ont été disposées. On ne peut pas demander à des hommes de savoir grouper des roses, et pas davantage à la vieille Marie, l'ancienne bonne de sa grand-mère, restée au service de monsieur Gaston Larmoisie. Monique ne veut voir que l'intention. Ces fleurs, ces lumières sont pour fêter ses 21 ans. Michel l'accueille. Leur père n'est pas encore rentré de son bureau. Tous mes compliments, ma vieille. Te voilà donc majeure. Serait-ce un privilège si enviable d'avoir un an de plus? Tu en doutes? Comment? Te voilà dotée de la personnalité civile. Tu peux posséder Esther en justice. Monique se met à rire. Si tu savais ce que cela m'est égal. Et alors? Demande-t-il plus bas en s'approchant de sa sœur. Maman n'a rien dit. Elle n'était pas trop contente. J'avais un petit remords en la quittant, elle va s'ennuyer toute seule ce soir. Oui, bien sûr, et cependant, il ne dépendrait que d'elle que nous soyons tous réunis. Monique soupire. Elle-même n'a pas approfondi la question par respect filial d'abord, et parce que l'éducation qu'elle a reçue a réprimé en elle toute curiosité, puisque Michel l'assure, il doit le savoir. Pourtant, cette espèce de jugement porté contre sa mère et sa mère absente la gêne, l'offusque. Elle change de sujet. « Quelle débauche de fleurs !» s'exclame-t-elle, en désignant rose, œillet, mimosa. « Vous n'auriez pas fait davantage pour recevoir une reine. N'es-tu pas notre reine à nous? Tu n'as pas idée comme papa est content de t'avoir aujourd'hui. C'est du rabiot. » Ils continuèrent de causer gaiement. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas grandi ensemble, trouvaient-ils un plus vif plaisir à se rencontrer. Leur éducation si différente avait laissé sur chacun d'eux son empreinte. Comment Monique n'aurait-elle pas été influencée par l'atmosphère sans joie de la rue de Grenelle? En face de cette mère triste, inquiète, comment eût-elle osé chanter, rire? Elle avait poussé fille raisonnable, sans aucune exubérance, demandant au travail les distractions qu'elle ne trouvait pas au logis. Son extérieur portait la trace de ce genre de vie. Ses mouvements étaient pondérés, sa voix mesurée, des vers cerclés d'écailles blondes permettaient à peine de distinguer la couleur noisette de son iris. Mais si elle avait peu d'éclat, elle ne manquait pas de charme. Sa chevelure châtain clair, ondulant naturellement, adoucissait le contour du visage. Le dessin de ses traits avait de la grâce. Sa physionomie exprimait un mélange de mélancolie et de candeur qui touchait. Dans les moments où elle s'animait, il s'abandonnait à la gaieté.
Une fossette qui venait se creuser dans sa joue rendait plus piquant le sourire, tant du fait de ses préférences personnelles que du goût très sûr de sa mère. Sa mise était toujours harmonieuse, ses robes peu nombreuses étaient de belles étoffes et de la meilleure coupe. À côté d'elle, son frère formait un réel contraste. Il tenait de leur père ses yeux noirs, sa chevelure foncée, un peu crépue, une certaine vivacité de manière et sonorité de voix. La vie parisienne, qui ne faisait qu'atténuer l'accent méridional de M. Larmoisie, l'avait tout à fait détruit chez Michel. De leur père également, il avait hérité l'humeur joviale et une propension à tout voir en beau. Toutefois, un apport maternel corrigeait en lui l'insouciance paternelle. Ce qui était chez Madame Larmoisie, scrupule excessif devenait pour lui souci de bien faire. « Je dois te prévenir, Nick, » annonça-t-il à sa sœur, « que nous avons fait des invitations en ton honneur. Il ne fallait pas que tu t'ennuies entre nous deux. Et c'était l'occasion de te faire connaître mes meilleurs camarades. Raquette et Montriveau, naturellement. Je vais donc enfin voir en chair et en os ces chers amis dont j'ai si souvent entendu parler. Pour que tu ne sois pas seul et perdu dans ce cercle d'hommes, Raquette doit amener sa sœur. » « Ah, Raquette a une sœur ?»« Oui, mademoiselle Sabine. Elle est charmante, tu verras. » Ce que voyait Monique, c'était la rougeur montée au visage de son frère pour parler de Sabine Raquette. Monsieur Larmoisie ne tarda pas à paraître, type accompli du méridional. Il contempla sa fille. « Ma grande Monique » murmura-t-il, admiratif. Puis il l'embrassa avec effusion. Il s'informa poliment. « Ta mère va bien ?» Et sans attendre la réponse, « Nous avons un grand raout en l'honneur de ta majorité. »« Oui, vous me gâtez trop. » À ce propos, Michel, tu devrais bien faire un tour dans la salle à manger et à la cuisine pour t'assurer que tout est correct. Notre bonne Marie a été formée par ma mère, mais elle a parfois des initiatives déconcertantes. « Voulez-vous que j'aille jeter un coup d'œil ?» proposa Monique. « Oh, mais non. Tu oublies que tu es l'héroïne du jour. Ce n'est pas à toi de surveiller les préparatifs. Ton frère est très entendu à ces choses-là. Il faut bien que l'homme s'occupe du ménage quand il n'y a pas de femme au foyer. » Il poussa un soupir. Mais ses regrets, comme ses émotions, étaient de courte durée. Un instant après, il insinua. « Maintenant que te voilà majeure, ma fille, qui t'empêcherait de venir habiter avec nous ?»« Qui ? Mais sa mère qu'elle ne pouvait abandonner. » Et répondit. « Vous savez bien que je ne peux pas laisser maman seule. Qui donc l'empêche de revenir, elle aussi ? Au fond, tu sais, entre nous, rien de grave. Cela ne valait pas de désagréger notre foyer. Une peccadille, un enfantillage. Mais la pauvre femme a une fâcheuse tendance à tout dramatiser. Je parierais que ce soir, elle t'a fait une scène parce que tu dînais ici. » Elle n'a rien dit. « Non, bien sûr, mais elle a pris son air de martyr, cela revient au même. » Un coup de timbre coupa l'entretien du père et de la fille. Raquette et sa sœur entrèrent dans le salon, suivis de près par Montriveau. Les présentations furent rapides. « Nous nous connaissons déjà sans nous être jamais vus, » dit aimablement Monique. « Michel me parle si souvent de vous. » Oui, Montriveau sait bien ainsi qu'elle se le représentait, grain, mince, les cheveux plaqués, à la gomina faisant chic. Pour Jean Raquette, il est autre qu'elle ne l'attendait. Si courts que soient ses cheveux blonds, on devine qu'ils ont envie d'onduler et une mèche laissée un peu plus longue vient soulever une petite onde sur le front. Les yeux en gris mauve, combrage, des cils foncés, crient la franchise et la bonté. Il regarde si droit qui conquiert immédiatement la confiance. Plus brune, Sabine Raquette a les mêmes yeux que son frère. Comme lui, on la devine sans réticence. La pratique du scoutisme lui a donné franchise et décision dans le geste. La grâce y perd un peu. De même, sa toilette accuse moins le souci de plaire que le sens du pratique. La voix résonne nette et claire. Dès les premiers mots, Monique est gagnée. Celle-ci sera son amie. Puissance des contrastes. Sa nature hésitante, triste, gracile, appelle l'amitié de cette jeune créature saine, joyeuse, forte, presque virile. Le dîner est assaisonné de gaieté, avec son rire et les éclats de son verbe. Monsieur Larmoisie s'entend à créer autour de lui une atmosphère joyeuse, et les vins y aident.
Pour fêter sa fille, il a fait une descente à la cave et remonté des bouteilles vénérables qui se réserve de manœuvrer lui-même et dont il fait les honneurs avec munificence. Joignons à cela l'entrain de ces jeunes gens et leur si bonne et franche camaraderie. Ils parlent de leurs études, de leurs professeurs et aussi des sports, de l'art, des spectacles. Monique, qui par habitude et tempérament se tenait d'abord un peu sur la réserve, déroutée et presque scandalisée par tant d'exubérance, subit assez vite l'influence de l'atmosphère et se met à l'unisson. Placée entre son père et Raquette, elle prêtait une oreille attentive à tout ce que disait l'ami de son frère. Jean n'avait rien d'un sceptique ni d'un blasé. Son esprit curieux s'intéressait à toutes les questions et sa jeunesse, pleine d'ardeur, ambitionnait de grandes tâches. Comme celui-là semblait trouver toute chose aisée, comme il se riait des obstacles. À l'en croire, la vie n'était intéressante que si elle offrait des difficultés à vaincre. Il soutenait qu'une volonté bien trempée venait à bout de tout. Monique souriait, souhaitant d'être gagnée par la contagion de cette confiance, de cette ardeur. Et quand M. Larmoisi, lançant une remarque plaisante, couvrait de son organe sonore la voix de Raquette, Monique, contrariée, ne souriait que du bout des lèvres. Tout occupée de son voisin, elle ne remarquait pas que Michel posait souvent et longuement son regard sur Sabine. Celle-ci, toute simple, sans émoi, comme sans coquetterie, participait à la gaieté générale. Ce fut elle qui, le dîner achevé, suggéra « Si nous dansions ?» M. Larmoisi applaudit. Michel se précipita sur la fauteuil mis en marche, un air entraînant. Ce fut Sabine encore qui proposa un jeu amusant de petits papiers où ils déployèrent beaucoup de verve sans trop de malice. Dans les charades qu'ils organisèrent ensuite, elle et son frère se montrèrent d'excellents metteurs en scène. Jamais Monique ne s'était tant amusée. Mais l'aiguille de la pendule n'en tournait pas moins, presque avec remords. La jeune fille pensait à sa mère, qui devait se morfondre en l'attendant. « Il me faudrait songer au retour, murmura-t-elle, tout bas à son père. « Déjà, n'as-tu pas la permission de minuit ?» Maman s'inquiétera. « Bah, elle sait où tu es. Ton frère te reconduira après le départ de ses amis. Si tu disparaissais maintenant, ce serait le signal du départ. Reste encore un peu. » Elle resta ravie au fond. Mais quand elle rentra le soir, rue de Grenelle, ramenée par Sabine Raquette dans la petite auto qu'elle conduisait, Monique trouva sa mère encore debout avec, aux paupières rugies, des traces de larmes. « Enfin, te voilà. Pourquoi ne vous êtes-vous pas couchée, maman ?» reprocha-t-elle gentiment. « Pourquoi ? Aurais-je pu dormir dans l'état d'inquiétude où j'étais ? Est-ce une heure pour entrer, une fille de ton âge ? On m'a ramenée jusqu'ici en auto. »« Qui ont ? Des amis de ton frère ?» Monique expliqua de son mieux, mais l'expression de sa mère restait hostile. Hélas, chaque fois qu'elle revenait du boulevard de Courcelles, elle lisait le même mécontentement sur le visage maternel. Et pas un mot, pas une question pour lui demander si elle avait passé une bonne soirée. Elle rapportait dans une petite boîte le souvenir offert par Michel. Sa mère ne posa pas un instant les yeux sur cette boîte. Vainement, le lendemain, Monique exhiba le collier qui lui avait donné son frère. Madame Larmoisi feignait de ne pas le remarquer. « Vous voyez, maman, comme Michel m'a gâtée ?» dut lui dire Monique. Se décidant à regarder, Marie-Hélène donna cette appréciation sans indulgence. C'est un peu clinquant. Quoique blessée, Monique, ne voulant pas faire de mystère à sa mère, crut utile d'ajouter « Papa m'a donné de l'argent pour acheter ce qui me conviendrait. » Madame Larmoisi soupira. « Ton père est bien heureux de pouvoir faire de telles générosités. » Monique sentit bien qu'elle dissiperait l'amertume de sa mère en lui assurant que de tous les dons reçus, son bracelet était celui qui lui avait fait le plus de plaisir. Mais par rancune, elle s'abstint. Monique a repris sa vie quotidienne, sa vie terne et grise. Elle pense souvent à la soirée de ses 21 ans. Elle se rappelle la franche gaieté, la causerie, les éclats de rire, la danse, les jeux, cette atmosphère joyeuse et sympathique. Elle s'imagine que son visage garde discrètement le secret de sa pensée, mais à son insu, ces agréables souvenirs mettent un sourire sur ses lèvres.
une lueur dans ses yeux et le regard chagrin de Madame Larmoisie, il lit comme en un livre ouvert. Quand en face d'elle, à table, Monique s'enferme dans le silence, elle sait bien que sa fille est là-bas, chez les nuits, et qu'elle s'y plaît, et qu'elle aspire à y demeurer. Celle-là aussi lui échappe. Il y a 3 ans, quand Michel a atteint sa majorité, Madame Larmoisie a éprouvé une première et cruelle déception. Elle s'était flattée que son fils désirerait se rapprocher d'elle et que, profitant de sa nouvelle liberté, il lui reviendrait. Hélas, à la première insinuation qu'elle lui a faite, il a manifesté de la surprise. Mais pourquoi ? Nous nous entendons très bien, père et moi. Je n'ai aucune raison de le quitter. Elle a été sur le point de crier. Alors je ne te manque pas ? À quoi bon ? Elle s'était tue, blessée, que son fils lui préférait l'homme qui avait fait son malheur. Et aujourd'hui, convaincue d'avance que la réponse ne serait pas conforme à son désir, elle n'osait pas demander à sa fille. Si tu n'écoutais que tes préférences, où aimerais-tu mieux vivre ? Près de ton père ou près de ta mère ? En un certain sens, Monique est libre, puisqu'elle est majeure, et les conventions passées entre les 2 époux au moment de leur séparation ne peuvent engager les enfants. Donc si Monique voulait, elle pourrait s'en aller vivre au foyer de son père. Elle ne le fera pas, non. D'abord par indécision, c'est une hésitante, une timide, en second lieu par scrupule. Elle ne se croira pas le droit de laisser sa mère seule, peut-être aussi par affection. Madame Larmoisie voudrait se persuader que cette dernière raison surtout retient sa fille. Elle n'en est pas sûre, et elle en souffre profondément. Les jours passent. Est-ce cet hiver sombre et pluvieux qui agit sur les 2 femmes ? Jamais elles n'ont été à tel point silencieuses. Il y a quelques semaines encore, à son retour de la Sorbonne, Monique trouvait quelques menus incidents à compter. Elle donnait son appréciation sur le cours, sur le professeur. À présent, elle répond aux 2 mots à peine aux rares questions de sa mère. Et tout de suite, elle retourne à son mutisme, ou plus exactement à son rêve. Un rêve imprécis où elle revoit des prunelles gris mauve sous des cils foncés. Le souvenir de Jean Raquette la poursuit. D'abord, elle a rappelé avec plaisir les propos qu'il a tenus devant elle, ceux qu'ils ont échangés, les quelques marques de sympathie qu'il lui a données, puis le désir lui est venu de le revoir. Mais elle pense, non sans mélancolie, que les occasions de rencontre seront forcément rares. Il faudrait que le jeune homme, éprouvant un semblable désir, fit coïncider ses visites avec la journée que chaque quinzaine elle passe chez son père. Or, 2 fois déjà, elle s'est rendue boulevard de Courcelles sans y trouver Jean Raquette. Elle s'en chagrine un peu. Sans doute ne lui a-t-elle pas fait impression. Elle est si terne, si effacée. Qu'a-t-elle pour intéresser ou pour plaire ? Elle est le pauvre grillon dont nul ne se soucie. C'est la faute de l'éducation qu'elle a reçue, de l'atmosphère qu'elle respire. Moins comprimée et dans une autre ambiance, elle se serait épanouie comme Michel. Pourquoi sa mère, qu'il aime cependant, qui donnerait sa vie pour elle, pourquoi cette mère a-t-elle comme pris à cœur d'assombrir sa jeunesse ? Monique regarde l'avenir sans confiance. Sa destinée se poursuivra toujours semblable, sans joie, sans bonheur. Comment y échapperait-elle ? Par le mariage ? Mais quel jeune homme s'avisera de la venir chercher dans la solitude où elle vit ? À moins qu'elle ne demande une carrière, un emploi, une distraction et un but. Sa mère ne l'admettra jamais. Un peu par préjugé, un peu parce que, du fait de son père, Monique se trouve en bonne situation de fortune. À grande peine a-t-elle pu obtenir de suivre quelques cours à l'Institut catholique à la Sorbonne, au Louvre. Comme elle prendrait à la fois plus d'intérêt et plus de plaisir à ses cours, comme elle en tirerait plus de profit si elle pouvait au retour, s'en entretenir avec sa mère, discuter les théories de professeur. Mais non, Madame Larmoisie lit fort peu. Art ou littérature la laisse froide. La conversation revient toujours aux soucis qui l'obsèdent. Aux idées noires, elle ne sort plus que pour les courses indispensables. À peine fait-elle encore quelques visites par devoir, plus que par plaisir. Et puis le reste de son temps est consacré à son intérieur, ménage, cuisine, couture.
Elle s'épuise à ses travaux sans cependant les aimer, elle s'y acharne et apporte à leur accomplissement des scrupules excessifs. Elle se lamente, se plaint de sa fatigue, mais ne veut pas s'y soustraire. Ta mère, estimé monsieur Larmoisie, est une martyre qui se cramponne à son supplice tout en le maudissant. Ma chère Monique, Michel a décidé d'aller passer une huitaine de jours en Suisse avec ses amis Raquel. Un séjour à la montagne te serait, à mon avis, assez nécessaire. Voilà qui redonne du ton et des couleurs. Si tu veux, je t'y amène. Vois cela avec ta mère. Naturellement, je prendrai à ma charge tous les frais de voyage et d'équipement. Une bonne réponse, n'est-ce pas? Ton père, bien affectionné. Une onde de joie submerge Monique. La perspective de ce voyage, la Suisse, la neige, les sports d'hiver avec son père Michel et les raquettes, quel bonheur inespéré. Un point noir, vois avec ta mère, écrit monsieur Larmoisie. Oui, il faut que sa mère consente. Comment va-t-elle prendre la chose? Mal, sûrement. Monique ne sait de quelle manière l'instruire de ce projet. Elle ne se sent pas le courage d'affronter les reproches qui vont pleuvoir. Tout le plaisir qu'elle attend de ce voyage en est par avance gâté. Afin d'éviter le premier éclat du mécontentement maternel, elle a recours à une petite habileté. Au moment où, un peu en retard, elle s'apprête à partir au cours, elle feint de se raviser. « Oh, maman, j'allais oublier. Voulez-vous prendre connaissance de cette lettre ?» Et lâchement, ayant posé l'enveloppe sur un meuble, elle se sauve. Elle a bien de la peine à suivre la conférence. Par la pensée, elle est dans un de ces paysages de neige que les peintres dans les expositions lui ont révélés et que les affiches multiplient. Il y a Michel, il y a aussi Sabine Raquette et surtout, il y a Jean Raquette. Oui, mais la réalisation de ce rêve dépend du bon vouloir maternel et ce bon vouloir est improbable. Monique cherche à imaginer les réactions provoquées chez sa mère par la lecture de la courte lettre. Elle les devine trop bien. Et cependant, quelle raison Madame Larmoisie a-t-elle de s'opposer à ce voyage? Aucune. Les frais seront supportés par son père, le bienfait de cette cure d'air milite pour l'acceptation, reste donc la séparation momentanée. Pour cette question de sensibilité, sa mère ira-t-elle la priver d'un tel plaisir? Sur l'estrade, le professeur peut disserter et manifester la plus agréable érudition. Monique ne l'écoute plus. Et rentre au logis le cœur battant. Quelle attitude doit-elle prendre en face de la proposition paternelle? Doit-elle laisser voir combien elle en est ravie ou feindre l'indifférence? Quelle sera la plus habile? Madame Larmoisie est muette, pas la moindre allusion à la lettre. Elle semble fuir sa fille ou, quand elle ne peut l'éviter, détourne le visage. Malgré cela, Monique s'aperçoit bien qu'elle a sa figure des mauvais jours, fâcheux augure. Faudra-t-il donc renoncer au cher voyage? Mais pourquoi? Que sa mère au moins lui fournisse des raisons. Et à la fin du déjeuner, un déjeuner pendant lequel seule, elle a tenté de rompre le silence. Elle demande: « Vous avez lu la lettre, maman ?» « Oui. » Ce seul mot sec, hostile. « Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de papa ?»« Tu le sais bien. » Et Madame Larmoisie se lève brusquement et passe dans la cuisine, où rien cependant ne la réclame. Elle demeure un bon moment absente. Quand elle réparait, avec le café, son visage enflammé accuse de récentes larmes. Elle verse le café dans les tasses. « Vous n'achevez pas votre dessert, maman ?»« Non, je n'ai plus faim. » Monique n'est pas un bourreau. « Si ce voyage doit vous peiner à tel point, je le sacrifierai, dit-elle, avec un rien de contrariété. Madame Larmoisie éclate. « Tu l'avoues donc, ce sera un sacrifice pour toi de ne pas faire ce voyage ?» Naturellement, à mon âge, un séjour à la montagne est séduisant, ce n'est pas tous les jours que l'occasion m'en sera fournie. Monique n'insiste pas, mais ne renonce pas non plus, elle laisse sa mère s'habituer à l'idée. Pourtant, comme il lui faut sans tarder répondre à son père et, dans le cas où elle accepterait de partir avec lui, faire les préparatifs et achats nécessaires, elle aborde de nouveau la question. « Maman,
Voulez-vous me dire quels inconvénients vous voyez à mon voyage en Suisse? Si tu avais du cœur, tu les aurais découverts à toi seul sans m'obliger à les souligner. Je n'ai pas su les voir. D'abord, aucun frais, puisque papa les supporte. Et tu trouves que ce n'est pas blessant pour moi qui se croit obligé de t'équiper? Pas du tout. N'est-ce pas au père qu'il appartient d'entretenir ses enfants? T'offrir ce voyage, c'est souligner que ma fortune ne me permet pas de te le payer. Il n'y a pas de honte à être pauvre, maman, et je suis bien certaine que papa n'a eu en vue que mon plaisir et ma santé. Il n'est surtout pas fâché de te prendre à moi pendant 10 ou 15 jours. Il serait content de m'avoir près de lui, ce qui est différent. Et sous quelle influence? Veux-tu me le dire? Il parle d'amis de ton frère. Est-ce que je les connais, ces amis? Je ne puis malheureusement m'en rapporter au discernement de ton père. J'ai rencontré les Raquettes boulevard de Courcelles. Il y a une jeune fille de mon âge, tout à fait charmante, et un jeune homme très bien, très sérieux. Tu peux juger de cela, peut-être. Relève la mère avec un haussement d'épaule. Une fille de 20 ans, et dupe des apparences, j'en sais quelque chose par moi-même. Un petit silence. Monique se dépite de n'avoir pas gagné de terrain. Elle plaide encore sa cause. La perspective de voir les montagnes l'hiver me séduisait. Et cela m'aurait fait tant de bien, cet air pur et vif, ces exercices, l'amusement de la vie d'hôtel avec Michel et ses amis. Oui, je le sais bien, tu n'aspires qu'à partir là-bas, éclate Madame Larmoisie. On croirait à t'entendre que tu es malheureuse ici, qu'auprès de moi, tu ne goûtes aucun plaisir. Tu ne pouvais me dire plus durement que je ne suffis pas à ton bonheur. Je n'ai rien dit de semblable, maman. Mais tu le penses. Et si tu ne fais pas ce voyage, tu m'en voudras éternellement. Je ne pardonne pas à ton père de t'en avoir parlé à toi. Il devait me consulter d'abord. Maintenant, si je refuse, j'aurai l'air d'être ton geôlier, ton bourreau. Et si j'accepte, je sais trop que tu ne reviendras pas. Il n'est pas question d'un départ définitif, simplement d'une absence de quelques jours. Avoue que si tu en avais la possibilité, tu me quitterais pour aller vivre chez ton père? Encore une fois, maman, il ne s'agit de rien de semblable. Madame Larmoisie s'acharne. Tu n'as pas répondu à ma question. Sois franche, et conviens que ton père t'a fait des offres pour te reprendre chez lui. Des offres? Non. Il m'a laissé entendre simplement que sa porte m'était toujours grande ouverte. J'en étais bien sûre. Lui trouverait très bon que tu me quittes. Son plan est trop facile à deviner. Cette fois, il ne s'agit que de 10 jours. Une autre fois, ce sera un mois, et puis ce sera ton départ définitif. Ton père n'a rien à perdre. Il tout a gagné. Une fille accomplie pour orner son foyer et tenir sa maison. Pendant ce temps, la pauvre mère, qui n'avait qu'elle, restera seule. Irrémédiablement seule. Voyons, maman, comment vous tourmentez pour rien? Si je retournais près de mon père, c'est que vous y viendrez avec moi. Cela à jamais. J'espérais qu'un jour... Non, jamais, jamais, jamais. Monique soupire. Madame Larmoisie reprend avec amertume. Je ne m'illusionne pas. Je me sais d'avance vaincue dans cette lutte. Celui qui a le plus d'argent triomphe. C'est humain. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez bien que je ne vous quitterai pas. Tu ne me quitteras pas, non. Mais cette fois où il t'offre de me quitter 8 jours, tu grilles de partir, et pourtant, il n'est pas question que je t'accompagne. Si vous désiriez venir avec moi, maman, je suis convaincue que papa... Imagines-tu que j'accepterais son aumône? Riposte la mère. Et Monique a conscience d'avoir dit une sottise. Dans son lit, le soir, elle pleure. Le beau voyage est à volo. Inutile d'y songer. Elle ne verra pas le féerique spectacle de ces pics neigeux. Elle ne jouira pas du bonheur inespéré de vivre. Pendant quelques jours, dans l'intimité de son père, de son frère, de Jean Raquette. Et tout cela à cause de sa mère. Elle se révolte. Est-ce vraiment son devoir de se sacrifier? Si encore elle était seule en cause,
Mais il y a Monsieur Larmoisie que son refus blessera. Il y a Michel aussi qu'elle devine l'instigateur du séduisant projet, et qui sera inconsolable de son absence. A-t-elle le droit de leur causer cette déception? Une fois de plus, pour donner satisfaction d'un côté, elle doit mécontenter de l'autre. C'est depuis 18 ans sa triste destinée. Sera-t-elle donc indéfiniment tiraillée entre ses parents? Oh, que les enfants qui vivent à un foyer uni connaissent mal leur bonheur. Quand de nouveau Madame Larmoisie et sa fille se rencontrent au petit déjeuner du matin, leurs paupières à tous deux sont gonflées. Monique demande nettement: « Que dois-je écrire à papa ?» Invitée à fournir une réponse catégorique, la mère hésite. « Ce que tu veux, tu es majeure. » Papa m'écrit: « Consulte ta mère, c'est à vous de décider. » Madame Larmoisie ne veut pas imposer à sa fille un refus. Encore moins voudrait-elle lui conseiller d'accepter. « Tirons au sort, dit-elle. Avec des dés, propose Monique. Si le 6 sort d'abord, ce sera non. Si c'est le 5, ce sera oui. La mère accepte. Elle se flatte que le sort sera pour elle, mais du premier coup, elle retourne le 5. C'est oui, proclame immédiatement la jeune fille qui cherche à dissimuler sa joie. Et il n'y réussit guère. Le frémissement de sa voix n'a pu échapper à l'oreille jalouse de Madame Larmoisie qui, incapable de cacher sa détresse, se réfugie dans sa chambre. Monique reste là, interdite. Bien que le sort se soit prononcé en sa faveur, elle n'ose profiter de sa chance et envoyer aussitôt son acceptation. Les heures passent, elle s'énerve. Comment en boulevard de Courcelles peut-on interpeller son silence? Et sa mère, pour la fuir sans doute, prolonge indûment les courses matinales. Il faut bien cependant qu'à midi, toutes deux s'asseyent à table en face l'une de l'autre. Le silence règne très lourd, un silence qui coupe juste les mots indispensables. « Veux-tu me donner du pain? Prends-tu un peu de purée ?» Monique ne parvient pas à rencontrer le regard maternel qui s'en va au-dessus d'elle ou au-dessous, à droite ou à gauche, jamais vers elle. Peut-être qu'un mot affectueux, une caresse détendrait la situation, peu habituée aux démonstrations de tendresse, elle craint que son geste n'ait l'air contraint et s'abstient. Et renonce à adoucir l'amertume qui empoisonne la malheureuse femme. On s'est levé de table. Monique rassemble assiettes et verres pour les porter à la cuisine. « Je t'ai déjà dit, intervient sèchement Madame Larmoisie, que tu n'as pas à te mêler de desservir. Cela me fait plaisir de vous aider. Je ne veux pas que ton père puisse m'accuser de t'exploiter. Non, mon père n'a pas à savoir ce que je fais ici. Il me déplaît de me croiser les bras alors que vous vous fatiguez. Il y a bien d'autres choses qui me déplaisent à moi, lance la mère d'un ton plein de rancune en arrachant presque les assiettes des mains de sa fille. Ainsi c'est bien convenu. J'écris à mon père que j'accepte, précise Monique. Ce n'est donc pas encore fait, lance sarcastique Madame Larmoisie. Une larme aurait arrêté la jeune fille. Ce ton l'exaspère. Elle va dans sa chambre et tout d'entrée écrit: « Mon cher papa, pardonnez-moi de ne pas vous avoir exprimé immédiatement ma gratitude et ma joie. Rien ne peut me plaire davantage que ce séjour en Suisse avec vous et Michel. Je m'en fais une fête d'avance. Si vous voulez bien, nous reparlerons ensemble dimanche de l'équipement. Merci encore, mon cher papa. » 15 jours sont vite passés, surtout quand on les consacre aux préparatifs d'un déplacement. Pour les jeunes, les préparatifs font partie des plaisirs du voyage. Ils en sont le premier chapitre et non le moins intéressant. Il faut multiplier les courses, choisir, acheter, puis tout rassembler, s'assurer que l'on n'a rien oublié et finalement disposer au mieux dans les valises. Une seule ombre à la joie de Monique, l'attitude de sa mère, refus de la guider dans ses achats, mais critique immanquable de chaque objet livré. Parfois, un sourire amer, le reste du temps, une expression tendue, pénible. Le jour du départ est arrivé. À 5 heures, Michel doit venir la prendre en auto pour la conduire à la gare. Comme, par un fait exprès, Madame Larmoisie, l'exactitude même, s'est mise en retard. Monique ne va pas partir sans dire adieu à sa mère. Voici Michel. Allons, tu es prête? Maman n'est pas rentrée. Il faut que je l'attende.
Le train n'attendra pas, lui remarque le jeune homme. Sa sœur et les valises installées dans l'auto, il tire sa montre avec inquiétude. 2 minutes, pas une de plus. Monique s'énerve. Je ne puis pourtant pas partir sans avoir embrassé maman. Tu lui enverras un adieu en cours de route, s'il lui était arrivé quelque chose. Mais non, voyons, elle est en retard, voilà tout. Elle ne s'étonnera pas que tu sois parti. Monique ne sait que faire. Au moment précis où Michel Agacé déclare « Monte dans l'auto ou alors reste ». Madame Larmoisie paraît au bout de la rue. Monique court à elle, l'embrasse avec cette affectueuse recommandation. « Distrayez-vous en mon absence, maman, et ne vous fatiguez pas. » Le regard détourné, sa mère lui rend un baiser rapide et tend la main à Michel, qui s'excuse de ne pas descendre parce qu'ils sont déjà très en retard. De l'auto qui démarre, Monique adresse des sourires et agite les mains en signe d'adieu. Sourire et signe d'adieu se perdent. Madame Larmoisie, sans se retourner, est déjà entrée chez elle.